Maintenant, je donne la parole à Ariane Ménard. Vous allez peut-être vous demander pourquoi un élu municipal est parmi nous. Mais justement parce que M. Ménard a eu l'expérience à la Ville de Montréal d'une coalition. Et donc, il va nous parler de son expérience, des avantages qu'il a pu observer de voir plusieurs partis travailler ensemble finalement pour gérer la ville. Monsieur Ménard. Alors, merci beaucoup. Moi aussi, je salue tous les panélistes. Comme Samuel, j'ai aucune prétention à connaître les modes du scrutin. Et quand on m'a demandé de venir vous parler, j'ai été un peu sceptique. Je me suis dit, écoutez, je ne connais pas tellement ça, mais ça, une expérience de coalition telle qu'un élu a pu la vivre, ça, j'ai aucun problème à vous en parler avec grand plaisir. Alors, comme élément de contexte historique, vous vous rappelez, 2012, novembre 2012, gouvernement du Québec, pas mal de groupes dans la société civile, des élus, se coalisent formellement et informellement pour demander le départ de Gérald Tremblay à la faveur d'un contexte où la déconsidération, la perte de crédibilité sur fond de crise étaient des éléments extrêmement présents. À ce moment-là, au Conseil de ville, il y a des gens, dont moi, Louise Arel, Richard Bergeron, d'autres élus, qui, tout de suite, là, dès les premiers moments où on sent que le départ de Gérald Tremblay est imminent, beaucoup parce qu'il a été largué par le gouvernement du Québec, soyons clairs, on plaide en faveur d'une gouvernance de coalition. Maintenant, on met tout de suite dans la balance que quand on parle de gouvernance de coalition au niveau municipal, l'enjeu de faire tomber ou pas le gouvernement n'est pas en cause puisqu'il n'y a pas de système de défiance. On ne peut pas déposer une motion si on n'a pas la confiance, faire en sorte qu'on se retrouve en élection. Et cette idée de coalition-là, elle est intéressante parce que, d'un point de vue historique, il ne faut pas oublier qu'avec la coalition qui s'est installée à l'Hôtel de Ville en novembre 2012, est née cette idée que le comité exécutif devait être public. Alors, l'instance décisionnelle qui est le comité exécutif avait, par le passé, beaucoup fonctionné en vase clos. Ses travaux n'étaient pas publics, et là, il est apparu dans les éléments du débat public que la coalition, si elle n'avait un sens, elle n'avait un sens non seulement parce qu'il fallait gouverner de manière plus collégiale, comme je vais vous en parler, mais qu'il fallait gouverner avec plus de transparence. Et le mot d'ordre qui s'était établi dans les principaux partis à ce moment-là, c'était les décisions publiques doivent se prendre en public. Donc, une coalition qui s'installe, une coalition donc où les chefs de parti décident de proposer des gens au maire qui doit former donc l'administration. Le maire n'a pas été élu par la population, il est élu selon la charte, selon les règles qui devaient s'appliquer à l'époque, et c'est ses pairs qui le choisissent à l'intérieur d'un collège quand même assez fermé, on parle de 65 personnes, mais la coalition naît donc d'une représentation et les chefs de parti disent on va vous proposer des gens et vous allez former donc une administration de coalition. Une administration de coalition qui va être plus transparente parce qu'à l'exécutif, les décisions, sauf lorsqu'il est question d'appel d'offres, sauf lorsqu'il est question de contrat, évidemment, ou là pour des questions de délit d'initié, puis évidemment de modalités plus contractuelles, là, à ce moment-là, ça n'est pas public. Et je vous dirais qu'il y a, à mon point de vue, 5-6 grands mérites au modèle montréalais de coalition. Alors, le premier des mérites, c'est que ça introduit une culture de la délibération et du compromis. Alors, pendant des années, vous le savez, le municipal avait fonctionné par des cycles de domination. Alors, Jean Doré, Jean Drapeau, Pierre Bourque avaient fait élire des équipes qui avaient pris le contrôle de l'Hôtel de Ville. Il y avait généralement de très faibles positions. Et le comité exécutif était donc un lieu où c'était des gens du même parti. Et là, les anciens nous racontaient, par exemple, que ça commençait à 9h le matin, ça se finissait à 11h, 11h30. Puis, à peu près tout le monde était d'accord. Puis, c'était comme un club de garçons. Je m'excuse, mais ça se décidait entre eux. Puis, il n'y avait pas beaucoup de culture de délibération. Alors, avec l'expérience de la coalition telle qu'elle s'est installée à Montréal, les comités exécutifs commençaient à 8h30 et se terminaient vers 3h30, 4h. Parce que c'est sûr que si vous mettez autour d'une même table des gens qui représentent des courants d'opinion, qui sont légitimes, qui ont été élus, qui n'ont pas été élus sur la base du même programme électoral, qui ont des idées différentes, qui ont eu des mandats populaires, mais pas nécessairement sur la même base de ralliement, à ce moment-là, c'est sûr que ça donne des discussions qui sont beaucoup plus longues et il y a toujours cette idée
La coalition, la gouvernance de coalition vient avec cette idée que le compromis, il faut toujours valider les compromis, il faut toujours s'assurer que tout le monde est confortable avec les décisions qui vont se prendre et finalement, c'est la fin de la culture de l'automatisme. Donc, premier bienfait d'une gouvernance de coalition, en tout cas tel que moi je l'ai vécu, tel que je la vis encore, et là on est en présence d'une coalition un petit peu plus timide, puisqu'il y a seulement 2 membres de l'opposition, moi et mon collègue Russell Coppell, mais c'est quand même, on n'est pas dans une situation où tout le monde est issu du même parti. Deuxièmement, la gouvernance de coalition, moi, mon expérience de la vie publique, c'est que si tu veux être un élu qui va avoir un petit peu de rayonnement, qui va être capable de perdurer à travers le temps, il faut résister à des appareils. Parce que les élus changent, mais les fonctionnaires restent. Et c'est encore plus vrai au municipal. J'ai connu le fédéral parce que j'ai été député pendant 16 ans, mais au municipal, il faut être capable de résister à des appareils. Parce que les bureaucrates, et je le dis sans aucune espèce de préjugé, c'est pas du tout négatif ce que je veux dire, mais les bureaucrates en viennent à penser qu'ils sont les détenteurs, bien sûr, de la connaissance, qui sont les gens qui vont prendre les meilleures décisions, et que c'est leur point de vue. Leur point de vue devient rapidement synonyme du bien commun. Alors, quand on est un élu, et quand on est un élu qui participe à une coalition, ça force les fonctionnaires à travailler plus fort. Et ça force les fonctionnaires à relativiser leur point de vue. Pourquoi? Parce que quand vous êtes au comité exécutif et que vous êtes responsable d'un dossier, quand vous allez devant le comité exécutif et que vous êtes accompagné des fonctionnaires, comme il n'y a pas d'automatisme, ça veut dire qu'il faut que vous soyez bon. Ça veut dire qu'il faut que vous puissiez, la démocratie, c'est la capacité de convaincre les gens. Le pouvoir des mots est extraordinaire. Jean-Paul Sartre disait les mots sont des pistolets chargés. Alors en démocratie, les mots ont un sens. Quand vous êtes un décideur, vous vous retrouvez autour de la table du comité exécutif, que vos fonctionnaires ont présenté avec vous des dossiers et que vous avez à plaider, quand vous êtes en coalition, vous ne pouvez pas vous appuyer, le maire ne peut pas dire « moi je nomme Réal Ménard, il est responsable des transports, quand il va venir plaider pour, je ne sais pas, des voitures en libre-service, tous ses collègues vont l'appuyer. » C'est pas comme ça quand vous êtes dans une coalition. Dans une coalition, ça peut arriver que vous ayez à présenter 3, 4, 5 fois le même dossier parce que les collègues ne sont pas nécessairement, ils ne se sont pas fait élire sur ce programme-là, ils ne sont pas nécessairement d'accord avec tel élément de politique publique, et c'est extrêmement simple pour la démocratie d'avoir à convaincre les gens, c'est extrêmement simple pour la fonction publique qu'ils aient à travailler plus fort, et qu'ils aient à participer à ce processus de conviction-là, et qui fait en sorte que vous avez peut-être à 3, 4, 5 reprises, donc à retourner devant le comité exécutif. Troisièmement, l'expérience de la Coalition Montréal a été extrêmement intéressante sur un moment fort en démocratie, quand vous êtes une administration, c'est vrai à la Ville de Montréal, c'est vrai à la Chambre des communes, c'est vrai à l'Assemblée nationale, qui consiste à présenter le budget. Alors, traditionnellement, à la Ville de Montréal, avant la coalition, c'était pas mal les finances, qui est le plus gros service de la Ville de Montréal, qui arrivait avec des propositions budgétaires. Le maire et le président du comité exécutif regardaient ça un peu à la périphérie, puis là, il y avait un remaniement selon les priorités. Quand vous êtes dans une administration de coalition, nous, on a passé des dizaines d'heures à travailler sur le budget. Parce que moi, j'avais certaines priorités. À l'époque, j'étais au transport. Ma collègue Josée Duplessis, qui avait les parcs et les espaces verts, voulait absolument avoir 36 millions pour les milieux naturels. Alors, mon autre collègue, qui était en habitation, trouvait que l'habitation, c'était pas mal plus important que les parcs à Montréal. Alors, il voulait avoir plus d'argent pour l'habitation. Et là, on était dans un processus où chacun devait plaider pour ses priorités. Et chacun devait aussi avoir... Là, je vais faire plaisir aux philosophes dans la salle. Il y avait comme un sens de l'altérité qui se dégageait au comité exécutif. C'est-à-dire qu'il fallait être ouvert à l'autre, il fallait comprendre que nos priorités devaient être en concurrence avec d'autres et devaient se situer dans un ensemble. Alors, le budget, tel qu'il a été présenté dans une administration résolument de coalition à la Ville de Montréal, n'a pas été le fruit de quelques technocrates érudits qui connaissaient les finances publiques, mais a été le fruit d'un travail de délibération qui a dû tenir compte d'un ensemble de préoccupations issues de gens qui avaient été élus sur la base de différents partis politiques. On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais quand on est dans une administration de coalition,
ça change également le travail de l'opposition. Alors là, quand vous avez une administration de coalition, ça veut dire que tout le monde prend des responsabilités, bien sûr, dans la gestion au comité exécutif, mais le maire Applebaum et le maire Blanchard à sa suite avaient nommé, par exemple, Richard Bergeron, qui est un grand Montréalais, personne ne peut douter de ça, et il avait été nommé à la Société de transport de Montréal. Alors, ça veut dire que la coalition a permis, sans qu'on ait d'abord des réflexes partisans, d'utiliser les meilleurs talents du conseil de ville, et je le dis dans un rapport de total détachement, évidemment, et de permettre donc que des gens qui n'auraient normalement pas été vus et n'auraient pas assumé des responsabilités de gestion, eh bien, qui se sont retrouvés. Alors, quand le chef de l'opposition se retrouve à l'hôtel de ville, le chef de l'opposition, Richard Bergeron, se retrouve responsable, ou en tout cas un des gestionnaires d'un conseil d'administration d'un OBNL de transport aussi important que la Ville de Montréal, bien, ça veut dire que là, il ne peut pas juste se lever au conseil de ville et critiquer l'administration, parce qu'il est partie prenante. Et il était évidemment tout à fait qualifié pour occuper ce poste-là. Alors, on est entré dans une situation où, et là je vous donne l'exemple de Richard Bergeron, mais je pourrais vous nommer l'exemple de Louise Arel, qui avait été nommée également au comité exécutif de la communauté métropolitaine de Montréal. Mais mon propos, c'est de vous dire qu'avec une gouvernance de coalition, on a mis l'ensemble de la classe politique à contribution. Il n'y a pas eu ce clivage, si vous êtes dans la bonne gang, que vous avez été élu parce que vous avez la majorité, eu égard à vos habiletés, vous avez des responsabilités de gestion. Là, on a élargi la contribution de la classe politique telle qu'elle était représentée au Conseil de ville, et on a nommé des gens en provenance de tous les partis à différents postes, à l'exécutif, mais à la fois à la communauté métropolitaine de Montréal, à la fois à la Société de transport et dans les différentes commissions du Conseil de ville. Parce que le travail de l'élu, ça se passe beaucoup, je ne sais pas si vous allez d'accord avec moi, M. Bédard, on pourra en discuter tantôt, mais le travail d'un élu, on ne le voit pas toujours, mais ça se passe beaucoup en commission. Commission du Conseil, commission parlementaire, qui est généralement un endroit où les élus peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'on est moins habité par des réflexes partisans. Alors, on étudie des règlements, on étudie des politiques publiques, on étudie des projets de loi, et c'est généralement moins partisan. Et dans l'administration de coalition, bien, on a distribué les rôles dans toutes les instances, et ça a fait en sorte que l'ensemble des gens ont pu être mis à contribution. On aurait pu penser que cette année-là, Montréal aurait pu être paralysé, qu'on n'aurait pas pris de décision, que finalement, ça aurait été une période un peu de stagnation, d'inertie, puis que les décisions importantes et des débats n'auraient pas eu lieu. Et quand on regarde les éléments de bilan, et je terminerai là-dessus, bien, on se rend compte que cette année-là a été extrêmement fructueuse pour les Montréalais, eu égard là, aux considérations partisanes. Alors, l'administration de coalition a finalement fini. On a adopté les grands éléments qui ont permis de parachever le quartier des spectacles. Alors, pour les Montréalais, le quartier des spectacles, c'est quand même pas rien. C'est également, avec l'administration de coalition, qu'on a adopté la politique sur les ateliers d'artistes. Alors, une politique qui se faisait attendre depuis 10 ans, qui était réclamée par le milieu culturel, et c'est avec l'administration de coalition donc on a pu l'adopter. On a adopté un règlement de 170 millions pour vraiment avoir un virage très important au niveau de la gestion des matières organiques. Alors, c'est vraiment ce qui est l'acte de naissance qu'on va avoir à Montréal. On va finir d'enfouir les déchets, qui est un geste barbare sur le plan environnemental. On va avoir des équipements pour la biométhanisation, on va avoir des équipements pour le compostage, et ça s'est fait avec la coalition. On a vraiment précisé avec le gouvernement du Québec les grandes priorités montréalaises en transport en commun. Alors, on avait convenu de la ligne bleue. Montréal, donc, avait dressé, ça avait fait l'objet de beaucoup de débats au comité exécutif, puis le gouvernement du Québec avait tardé à reconnaître dans les administrations précédentes les grandes priorités de transport en commun. Avec l'administration de coalition, donc, on s'était dit, ça va être le SRV P9, le prolongement de la ligne bleue, terminer le train de l'Est, et quelque chose qui m'a fait plaisir comme élu de l'Est, l'ouverture du boulevard de l'Assomption, qui était un dossier aussi qui traînait depuis des décennies. Alors, on a bien sûr créé les PIM, on a réglé la question du complexe environnemental Saint-Michel,
et nous avons été reconnus comme, ah ben je conclue, excusez-moi, alors on a été reconnus comme ville qui va accueillir les Jeux du Québec, donc en 2005. Donc une belle période pour la démocratie que l'on devrait exporter. Monsieur Ménard. C'était fantastique d'entrer un peu dans les coulisses de la ville de Montréal avec vous. Alors, merci pour ce témoignage.